Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Je suis Anthony Glover et mon hôte Christophe. Bonjour. Bonjour Anthony, ça va bien? Ton hôte, moi j'aurais dit plus collègue. Collègue, hôte, co-hôte, c'est ce que je voulais dire. Donc, aujourd'hui, deuxième épisode, on a un peu une série là, qui se passe. L'épisode précédent était sur l'offre et la demande. Exactement. Puis là, aujourd'hui, on va parler du sujet de l'heure, l'inflation. L'inflation, la mauvaise inflation, le méchant. Est-ce que ça peut être méchant? Est-ce que ça peut être bénéfique? Est-ce que ça peut... Qu'est-ce que l'inflation? Ouais. Exactement. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que ça va être super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui entendent parler de l'inflation, beaucoup de gens qui parlent de l'inflation, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'inflation à 100% ou du moins que ça les intéresse puis qui veulent juste en discuter. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Abonnez-vous à nos plateformes. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à nos plateformes. Vous allez recevoir... une notification ou au moins vous allez savoir quand il y a des nouveaux épisodes qui sont lancés tous les deuxièmes jeudis. Donc, n'hésitez pas, puis lancez-nous des commentaires, lancez-nous des likes. C'est tout le temps apprécié. On a des commentaires, des fois, là, ça fait plaisir d'entendre. Justement, ça nous donne un petit feedback. L'inflation, c'était un commentaire que quelqu'un nous a envoyé de dire que ce serait super intéressant d'en parler. Bon. Puis on était 100% d'accord. C'est pour ça qu'on s'est organisé pour en préparer un. Donc, sur ce, parlons d'inflation, Anthony. Allons-y. On passe ça. Alors, bonjour Christophe. Bonjour Anthony, ça va bien? Oui, l'inflation, Christophe. L'inflation, c'est-tu les gouvernements? C'est-tu la situation internationale? C'est-tu un mix de tout ça? C'est les forces de l'ombre, Anthony, qui veulent te faire payer plus pour tes affaires. Ah non, mais là, est-ce que mon salaire va augmenter en conséquence? Ou... Ben, c'est justement. Donc, l'inflation, qu'est-ce que c'est? L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est... très simplement mis, c'est l'augmentation des prix à travers l'économie. De toutes? De toutes. En proportion égale ou non? Ben non, la façon que c'est calculé souvent, c'est qu'ils vont prendre une tranche des dépenses. Par exemple, si on veut parler en épicerie, ils vont prendre un panier d'épicerie. Donc, c'est catégorisé. Typique. Oui, mais ils prennent des données à travers l'économie au complet, des tranches, puis qui vont regarder par rapport à l'immobilier, ils vont parler les produits de consommation, ils vont parler les produits bruts, salaire. Donc, c'est vraiment plein de facteurs. Là, le calcul de l'économie, le calcul d'inflation en tant que tel, c'est tout un calcul. Ils vont prendre des tranches. Eux autres, ils ont des sections représentatives parce que tu peux avoir des trucs qui diminue même en temps de superinflation, d'hyperinflation. Tu peux avoir, par exemple, on est en inflation, les prix pour le blé augmente, mais le prix des fax diminue. Ah, ouais. Quelque chose que finalement, pas rapport. C'est pas parce que c'est pas tout qui augmente de façon égale. Non, ou tu pourrais dire, mettons, le prix des billets d'avion diminue parce qu'ils veulent attirer le monde. Ouais. Ça peut être... tu peux choisir l'exemple que tu veux. C'est pas nécessairement tout qui augmente de la même façon. Tu vas avoir des trucs qui augmentent beaucoup plus, puis tu vas avoir des trucs qui augmentent un tout petit peu. Mais règle générale, la plupart des choses en moyenne, exactement. Le coût des biens, le coût des services augmente. Exactement. Puis l'inflation, ça vient en cycle. Donc, évidemment, quand on a quand on a des moments où l'économie roule très bien... Oui, période de prospérité. L'inflation va les arriver. 10 dernières années, au final, non? Exactement. Pré-COVID. Par contre, quand on a une récession, mais là, ça, c'est le contraire. C'est peut-être qu'il y a une diminution des prix, donc qu'il n'y a pas d'inflation. Là, tout au contraire, les prix diminuent parce que les gens ont moins d'argent puis ils ont moins de...
moyens, il y a moins moins d'argent libre pour faire des achats. De surplus qui est disponible là, pour consommer. Donc, l'inflation, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas nécessairement. Parce qu'on veut que notre inflation, on veut que l'économie roule. Ouais. Puis nécessairement, si l'économie va bien, l'économie croît, ben il va avoir une certaine inflation. Par contre, le problème arrive quand on dépasse les seuils de 2-3 %, puis que là, on tombe avec de l'inflation, comme en ce moment, à 7-8 %. Je pense que aux États-Unis, au mois de mai, il y avait à peu près 8,6 % d'inflation. Okay. Ça veut-tu dire que c'est parce que le concept que tu viens de dire, 2-3 % c'est stable, c'est correct, 8 % c'est trop. Est-ce que c'est juste parce que le monde n'a pas le temps de s'adapter? Tu sais, les prix montent trop vite pour tout le monde, puis là, ça crée trop de changements, puis ça a trop d'impact? Non, pas nécessairement, parce que tu peux avoir des situations d'hyperinflation qui peuvent durer pendant beaucoup d'années. Okay. On le voit souvent avec... tu peux parler du Venezuela, tu peux parler de... je crois que c'était au Zimbabwe. Ils ont ajouté des zéros. Exactement. C'est qu'ils doivent avoir... Puis c'est là que tu vois que les prix montent, mais n'arrête pas de monter jamais. Parce que il y a... l'inflation, c'est qu'il y a, jusqu'à un certain point, c'est qu'il y a trop d'argent disponible dans l'économie. Ça peut être plusieurs facteurs. Ça peut être le fait que l'économie roule trop vite. Les gens n'épargnent pas assez. Ça peut être que les gouvernements impriment de l'argent pour aller financer certains trucs. Puis c'est ce qu'on a vu. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est ce qui vient de se passer pendant la pandémie? Exactement. Ben, c'est beaucoup de facteurs. OK? Si on regarde le premier facteur là, qu'on vient de parler d'imprimer de l'argent. Si l'argent, il faut qu'il y ait un fondement quand que le gouvernement imprime de l'argent. Sinon, ça fait que si quelque chose coûtait 10 $ puis que tu imprimes 1 $ pour tout le monde, ben c'est que là, le même besoin va valoir 11 $ parce que, dans le fond, c'est que tu n'as pas plus de biens en circulation, tu as juste plus d'argent. Disponible pour l'acheter. Disponible, exactement. Donc, veux pas, si tu émets trop de billets pour payer des trucs, ben c'est que là, ton dollar, il y a plus de dollars. On l'a parlé un peu en début, c'est l'offre et la demande. Moins de valeur pour chaque dollar. Il y a plus d'offres de billets canadiens. C'est ça. Donc, ça te prend plus de billets pour acheter la même chose. Le prix va diminuer. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement ferait ça? Bien, il y a plusieurs raisons. Il y a, par exemple, quand il y a eu la pandémie, la grosse peur était que les gens perdaient leur emploi, donc les gens n'avaient pas de liquidité pour payer leur truc. Continuer à vivre, exactement. Donc, c'était un moyen qui... puis, il y a personne, il s'en cache pas. Là. Les gens savaient que ça allait créer un peu d'inflation. Mais il n'y avait pas le choix parce qu'il y avait tout le secteur de la restauration, tout le secteur de beaucoup de secteurs, tout d'un coup, avait un mandat d'arrêt d'activité. Exactement. Donc, d'imprimer de la nouvelle argent, ils savaient que ça allait faire augmenter l'inflation, mais dans une perspective où on s'attendait à ce que l'économie se contracte parce qu'on arrêtait tout. Mais tu dis, si tu mets une récession avec... qui va faire diminuer les prix, mais qu'on imprime plus d'argent qui va faire augmenter les prix, on devrait être correct. Par contre, c'est pas nécessairement ça qui s'est passé. Je pense que ça a été... tout le monde l'a vu. Les gens ont jamais... En arrêtant en travaillant de la maison puis en arrêtant les sorties, ça fait que les gens, de façon générale, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui ont été durement affectés, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu autant d'argent dans leur poche. En effet. Les gens plaçaient... Oui, parce que finalement, ils la dépensaient moins. Il y avait moins d'opportunités de la dépenser, moins de voyages, moins de tourisme, moins de... Les gens commençaient à manger à la maison plus, moins dans les restaurants, donc sauvaient un peu d'argent. Donc, avaient beaucoup plus d'argent disponible. Pas de voyage, évidemment. Rénovation chez vous. Exactement. Donc, il y a plein d'industries qui ont explosé. Le marché de la bourse, en 2000... il a augmenté. À la fin 2020, puis en 2021, il augmentait. Augmentait. Là, on se trouve dans une situation où c'est un peu le retour du balancier qui fait que là, ça va diminuer un tout petit peu. Mais
mais tu sais, veux pas, l'économie roulait à plein régime. Est-ce que vraiment on peut dire que l'inflation est due à ce qui s'est passé au Canada puis au Québec, ou est-ce qu'on a des enjeux internationaux qui ont encore plus d'influence, là, comme la Chine, qui a eu une baisse au final, de l'offre? Absolument, absolument. Donc ça c'est un autre facteur aussi qui est la gestion de l'offre et la demande. Par le fait que les chaînes d'approvisionnement ont toutes été brisées par le fait qu'il y a eu des confinements. Il y a encore des confinements en ce moment. Il y a encore des confinements, exactement. Mais ça a commencé dès 2020 où il y a commencé à avoir des pénuries. Mm-hmm. Donc, on l'a parlé dans notre dernier podcast sur l'offre et la demande. Plus que ton offre baisse, plus que les prix augmentent. Ouais. Donc, surtout si la demande reste stable, et si la demande augmente encore parce qu'il y a beaucoup d'argent en circulation sur le marché, bien là, c'est que les prix explosent. Okay. Donc, c'est là, à ce moment-là, où puis là, plus qu'il y a plus de demandes, il y a moins d'offres, c'est là que les prix vont augmenter sans cesse. Alors, est-ce que ça aurait été mieux de ne pas imprimer les billets, de pas donner de l'argent, ou c'est parce que là, tu peux pas choisir à qui? Bien, le problème... Puis c'est sûr que dans la situation où ils étaient à ce moment-là, on le savait pas qu'est-ce que ça allait être. Puis c'est un peu le problème de l'inflation en ce moment aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Les choses, c'est des situations à quoi on n'a jamais fait face. Puis les gens savent pas à quoi s'attendre. Il y a personne qui veut se faire prendre les culottes à terre. Donc, tout le monde fait un peu attention. Tout le monde augmente leur prix. Tout le monde augmente leur prix d'un 4, 5 10 pour se baquer dans le cas où les prix augmentent. Si tout le monde fait ça dans une chaîne d'approvisionnement, veut pas, le prix double. Si tu as 10 personnes, tout le monde augmente de 10 le prix double. Puis même que mon calcul est un peu fou, c'est moins que ça. À mon emploi, on travaille avec la chaîne logistique puis les conteneurs là, qui viennent de partout dans le monde. Là, puis c'est incroyable comment les montants ont augmenté, juste parce qu'il y en a moins en circulation. Fait que si tu veux un bateau de container de choses, il faut que tu le payes vraiment plus cher qu'avant. Puis c'est dans le monde qu'on vit où est-ce que tout est interconnecté puis qu'il y a tellement de joueurs pour que entre le produit qui est extrait de la terre à un endroit qui est transformé à un autre endroit, qui est transporté puis qui est revendu par des grossistes. Veut pas, tout le monde dit, mais moi, le produit a doublé. C'est à qui la faute? Là, tu vas regarder, mais moi, je fais juste 2-3% de plus. OK. Prochain, 2-3% de plus, 2-3% de plus, 2-3%. C'est comme ça que... Oui, tout. L'énergie. Exactement. Puis de dire, mais moi aussi, mes coûts ont augmenté. Fait que tu sais, c'est un cercle vicieux où tout le monde charge un tout petit peu plus. Fait que ça fait que tes prix vont augmenter. Ça crée de l'inflation. Ouais. Donc, en ce moment, on a quoi? Trop d'argent liquide. Baisse de l'offre. Incertitude qui fait augmenter les prix. Ouais. C'est 3 facteurs qui font que les prix augmentent. Puis là, les institutions financières qui sont là pour un peu chapeauter puis faire la supervision de tout ça. Ouais, comme la Banque du Canada ou la Fed. Je m'en venais. Ouais. La Fed, le Federal Reserve aux États-Unis. Eux, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Exactement. Pour essayer de contrôler ça. De calmer le monde. De calmer l'économie. Eux, leur but, c'est de garder la meilleure... la situation optimale pour eux, c'est une inflation constante, ad vitam aeternam de 2-3%. Ouais. Ça, c'est une belle pente. Ça monte tranquillement. Parfait. Par contre, ils ont les seuls moyens qu'eux ont, c'est d'émettre des liquidités, comme ils l'ont fait, mais jusqu'à un certain point, c'est une réponse, mais c'est aussi de contrôler les taux d'intérêt, leur taux directeur. Il n'y a rien qui les force à faire, les banques à offrir. Ouais. Ils ont fait une augmentation à date de 0,5, mais là, ils ont dit qu'ils allaient peut-être augmenter de 0,75 la prochaine fois. Exactement, qui sont des augmentations qui sont quand même énormes, là, considérant que ce que c'était avant, c'était petit. Exactement, mais aussi d'augmenter d'autant à la fois. Ouais, exactement, de 50 points de pourcentage. C'est quand même
sais, les gens disent, ben, c'est rien, 0,5%. Mais non, c'est quand même gros pour eux parce que ça a un impact un peu comme la chaîne d'approvisionnement. En bout de ligne, quand c'est, tu sais, toi, tu payes pas le taux directeur de la Banque du Canada. Tu payes plus. Tu payes souvent Prime plus. Prime plus, exactement. Donc, pourquoi qu'ils augmentent les taux d'intérêt? Plus que le taux d'intérêt est bas, plus que c'est avantageux pour quelqu'un qui veut emprunter puis aller dépenser. Ouais. Parce que tu dis, ben là, ça coûte pas cher d'intérêt. Je peux me permettre de m'acheter... je peux faire un prêt pour faire un business, pour commencer... ou pour m'acheter un bateau. Ou l'immobilier, c'est un peu une situation à part. On en parlera après. D'accord, okay. Parce que tu as un bien qui prend de la valeur. Mais je te parle des biens qui perdent de la valeur comme une voiture, un bateau... n'importe quoi, là, des rénaux, une piscine, n'importe quoi que tu dis pour aller consommer, un voyage, mais ça à marge. Là, c'est avantageux, c'est là que tu gagnes quand tu dis les taux d'intérêt sont bas. Okay. Plus que tu montes les taux d'intérêt, plus que tu envoies un signal de dire, ben là, si tu veux dépenser, ça va te coûter plus cher. Parce qu'il va falloir t'emprunter à un plus haut taux. Par contre, si tu veux épargner, puis mettre de côté. Quand tu épargnes, ce que tu fais, c'est que tu retires de l'argent du marché, de la circulation. Quand tu épargnes, ben là, tu as un meilleur rendement. Donc, c'est plus avantageux d'épargner quand que les taux d'intérêt montent. Donc, c'est le signal qu'eux envoient de dire arrêtez de dépenser, mettez votre argent. Donc, ça, c'est une autre façon que la Banque du Canada va utiliser pour contrôler l'inflation. Oui, par deux moyens, en fait, c'est ça. C'est que le monde, ça coûte plus cher, fait que le monde font plus attention quand ils dépensent. Puis les gens qui veulent sauver, ben eux mettent l'argent de côté, puis ça enlève l'argent en circulation. Exactement. Puis eux vont émettre aussi des obligations. Puis, aussi, avec l'offre et la demande, quand ils offrent des obligations avec un plus haut rendement, il y a plus de monde qui vont en acheter. Fait que c'est un peu comme ça, puis c'est un peu le quatrième facteur qui fait que notre inflation est si élevée en ce moment, c'est qu'on a encore des taux d'intérêt qui sont super bas. Puis la Fed puis la Banque du Canada ont été lourdement critiqués de dire il aurait dû l'augmenter, ça fait longtemps. Ils ont attendu trop longtemps avant d'augmenter les taux d'intérêt, puis ils l'ont laissé déraper parce que c'est difficile de contrôler l'intérêt, c'est très, très, très difficile de dire. Parce que c'est comme conduire une voiture où l'accélérateur accélère. Tu sais, comme par le temps que tu pèses sa pédale, tu as un délai. Un 15 secondes avant que la voiture accélère, puis la même chose avec le frein. Oui, surtout avec ma voiture. Faut que tu prépares. Tu sais, c'est pas instantané. Donc, c'est pour ça que pour avoir l'effet escompté, c'est comme, ils essayent de contrôler comme ça, mais c'est très difficile. Donc, de timer. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, écoute, ça fait longtemps qu'on le sait que ça s'en vient. Il aurait dû augmenter les taux d'intérêt pour pas laisser la voiture s'accélérer trop avant de mettre le frein. Ah, parce que là, ils vont peut-être overcompensate, comment on dit en français, là, mais ils vont peut-être devoir monter le taux plus que ce qu'il y aurait dû pour essayer de le faire descendre plus bas, mais là, après ça, c'est un peu de trop peser, mais pas de peser pour que ça descende trop bas. Faut que tu le relâches juste à temps. Donc, c'est un peu ça leur challenge à eux, puis que les gens l'ont critiqué de dire, vous l'avez fait trop tard. Oui, mais c'est difficile. Comme tu dis, il y avait de l'incertitude. Exactement. C'est une situation où eux ne le savaient pas. Tu peux pas imprimer de l'argent puis de dire comme on est là pour supporter les gens puis de dire on va augmenter les taux d'intérêt. Fait que ça crée une situation qu'on est en ce moment où là, tous les taux, tout augmente. Ouais. Les salaires augmentent. Mais c'est ce que j'allais dire. L'inflation cause une augmentation de salaire? Ben, pas nécessairement. C'est dans le sens que, est-ce que les gens se plaignent ou est-ce que c'est juste que moins... Ça va dépendre. Ça va dépendre. Parce que là, on a aussi entremêlé avec ça une situation de pénurie de main-d'œuvre. Mais tu sais, plus que l'économie roule, plus que tu as besoin de main-d'œuvre. Ouais. Donc, veux pas, plus que tu as besoin de main-d'œuvre, moins qu'il y a de chômage, moins qu'il y a d'offres de main-d'œuvre, plus que les salaires vont augmenter. Ouais. Donc, de façon générale, si tu as de l'inflation, les salaires devraient augmenter aussi. Parce que le libre marché veut que si les prix coûtent plus cher, donc en théorie, tu dis OK, mais il y a plus de salaire, mais les choses coûtent plus cher. OK, mais c'est qui est perdant là-dedans? Ouais. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas, j'ai un plus gros salaire, tout coûte plus cher. C'est du pareil au même. Mais tu vas avoir des gens comme
quelqu'un qui va avoir un retraité, par exemple, qui va avoir un salaire fixe, peu importe, lui touchera pas une augmentation de sa rente. Là, si tu as un fonds de pension qui n'est pas indexé, là, tu perds. Est-ce que la plupart le sont ou pas, ou ça dépend vraiment? Ça dépend vraiment. Les fonds de pension, il y a eu un gros changement où, par le passé, les fonds étaient indexés, fully indexed, là, puis tu avais des gens qui gagnaient beaucoup d'argent puis qui vivaient beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu. Puis les fonds de pension étaient en déficit. Okay. On l'a vu aussi il y a quelques années. Les policiers se plaignaient puis ils portaient tous leurs... les pantalons roses ou les pantalons en jeans ou peu importe. C'est un des moyens de pression. C'est ce qu'ils revendiquaient le plus, c'est que leur fonds de pension... soit indexé. était déficitaire parce que... Parce que le vieillissement de la population, les gens n'ont pas assez cotisé, les fonds de pension n'ont pas eu des assez bons rendements pour compenser le fait que les gens vivent beaucoup plus vieux qu'ils le vivaient à l'époque. Pour les auditeurs, là, indexé, ça veut dire, Christophe, ça suit l'inflation? Exactement. Ça veut dire que, admettons que moi, je pars à la retraite aujourd'hui, puis on m'a promis mon salaire indexé. Ça veut dire que si en ce moment, je fais 60 000 $ par année, l'année prochaine, s'il y a une inflation de 5%, je vais faire 60 000 $ plus 5%. Okay. Donc, ça fait qu'en bout de ligne, je gagne toujours plus, puis je gagne à peu près le même salaire qu'est-ce que ça valait en proportion exactement de la croissance de l'économie. Indexé, c'est aussi, tu sais, quand on dit ça coûtait 1900, ça coûtait 1 cent en 1920, ben ça vaut 4 $ aujourd'hui. Ouais. C'est ça le calcul qu'on fait de dire qu'est-ce qu'un dollar valait à l'époque versus qu'est-ce qu'un dollar vaut aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un peu ça de dire les gens qui n'ont pas des salaires indexés, puis les gens qui sont aussi, quand tu es syndiqué, puis qu'il y a une convention puis qu'il y a déjà préétabli un montant. C'est exactement, les conventions sont toujours un peu plus lentes à être adaptées puis mises à jour que le prix du marché. Versus si tu es quelqu'un que tu es un peu dans une situation où tu peux renégocier ton travail, tu peux changer d'emploi de gauche à droite. Parce qu'exemple, ce qui arrive souvent avec les conventions, on dirait, là, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais selon moi, j'ai l'impression que ils font juste être... Ils sont tout le temps à renouveler. Ça fait longtemps que les conventions devraient être renouvelées. Fait que tu arrives en situation, mettons, en ce moment où les employés, déjà, les salaires, leur salaire était plus bas que ce qu'ils voulaient. Ouais. Puis là, tu as une situation d'inflation, alors c'est sûr qu'ils vont demander encore plus, non? Bien, quand tu as une grosse inflation, on parle pas d'hyperinflation en ce moment encore, là, okay. mais quand tu as une grosse inflation ou des gros changements, surtout quand tu es en récession, il n'y a personne qui chiale, là, parce que tu dis pas non, mon salaire est trop haut. Mais quand que l'inflation est haute comme en ce moment, c'est sûr que là, tu dis, bien là, moi, je suis perdant. Ouais. Tu sais, parce que faut toujours que tu calcules ton salaire réel. Tu sais, ta rémunération réelle, de dire par rapport à... Si tu as une augmentation de 3%, mais il y a de l'inflation de 5%, c'est en théorie, tu as perdu 2%. Ton salaire, tu sais, ton augmentation réelle est de moins 2%. Ouais, mets ton LinkedIn à jour. Puis, oui, puis non, parce que c'est quelque chose qui est à travers le marché, mais tu sais, une convention, quand que tu négocies une convention pour des milliers d'employés, c'est long à négocier. Il y a beaucoup d'enjeux. Chaque partie est comme entranchée. Ça prend du temps, donc tu ne veux pas faire ça tous les ans. Fait que si tu le fais pour 5 ans, puis en milieu de parcours, tu as de l'inflation de 8, 9, 10%, c'est là que tu dis, OK, on n'avait pas prévu. Parce que souvent, ils vont dire, OK, on va augmenter de 3% chaque année. Si tu as une inflation de 1 ou 2%, tu gagnes un tout petit peu, ou tu es à peu près égal. Mais là, c'est quand tu as la grosse inflation que là, les gens vont chialer et disent, mais là, tu as signé pour 5 ans. Fait que là, ça fait qu'après ça, après 5 ans, là, ça chiale parce que là, ils ont vraiment perdu. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un délai dans les salaires. Fait que les salaires ne sont jamais augmentés aussi rapidement quand il y a beaucoup d'inflation. D'accord. Donc, certaines personnes peuvent être pénalisées par rapport à ça.
On avait un peu un tableau des prix des pétroles pour le fun. Ouais. On peut le regarder un peu là, par rapport à qu'est-ce qui est arrivé. Quand tu regardes les moyennes, en 2017, on est à peu près à 48 $. Fait qu'environ 50 $ le baril. 2018, 60. L'OPEP diminue leur offre. Donc, ça revient un peu à ce qu'on a parlé dans le dernier podcast. Pour garder les prix simples. Pour garder les prix stables. Eux diminuent leur offre, augmenter les prix. Le baril du pétrole monte à 61 $ en 2018. Descend à 57 en 2019. Jusque-là, assez stable. 2020, la pandémie arrive. Tout le monde coupe leur demande en pétrole. On tombe à 37 $ de moyenne en 2020. Puis le plus bas que ça a été, c'est à 16,74 le baril de pétrole brut. Après ça, 2021 arrive. On remonte à 65 $ en moyenne. Le premier trimestre de 2022 avec tout ce qui se passe en Ukraine, puis la Russie, les sanctions, incertitude par rapport à ça, embargo du pétrole et du gaz, le prix monte à 94,68. Donc, le prix à la pompe, évidemment, augmente également. Donc, c'est des trucs qui, pas nécessairement sont un résultat de l'inflation, mais c'est une partie de l'inflation. Puis, veut pas, avec la mondialisation, puis le fait que on va produire, on va extraire en Amérique du Nord, transformer en Asie, vendre en Amérique du Nord, veut pas, il y a beaucoup de transport. Donc, c'est sûr que le prix du pétrole va avoir un impact significatif dans le prix. Mais, c'est vraiment l'incertitude qui va faire venir jouer là-dedans. Un autre point que tu as mentionné, c'était l'immobilier. Oui. Donc, si tu es quelqu'un qui veut acheter, que tu n'as pas de propriété, tu n'es pas dans le marché, l'inflation, veut pas, te nuit fortement. Ben oui. Parce que non seulement les prix augmentent, mais c'est que là, avec l'augmentation des prix, là, les taux d'intérêt vont monter aussi pour essayer de stabiliser ce que tu veux un petit peu, mais en même temps, tu vas payer trop. Plus cher pour l'hypothèque. Si tu es quelqu'un qui est déjà dans le marché immobilier, ben là, puis que tu veux pas faire de move, là, tu sais, que tu gardes ta propriété, l'immobilier, l'inflation, c'est quand même un bon move où est-ce que, ben peut-être que là, la valeur de ton immeuble va augmenter. Parce qu'il y a de l'inflation puis tout coûte. Exactement. Donc, c'est une bonne chose. Ton bien augmente. Ça ne te dérange pas trop. La seule chose, c'est que tu vas payer un peu plus. Si tu as encore une hypothèque, à ton renouvellement d'hypothèque, veux pas, tu vas payer un peu plus cher. Ou si tu es dans une situation de taux variable. Exactement. La meilleure situation qui pourrait pas t'arriver, c'est si tu as un immeuble que tu n'as plus d'hypothèque, puis que tu veux downsizer, mais là, écoute, tu ris parce que veux pas, en proportion de la grosseur de ce que tu vas acheter, le prix de ce que tu avais avant, tu peux le vendre. Si tu vends, puis tu n'as même pas besoin de racheter quelque chose, ben là... les taux sont élevés, fait que tu peux juste placer ton argent. Ben, tu vas pouvoir vendre ton immeuble qui est à un taux, on le sait en ce moment, le marché immobilier... finit pas de dérougir. Ça commence à se calmer un mais ça, peu. C'est différent aussi, non? Parce que c'est comme une situation où la pandémie a permis à des gens de déménager puis de changer d'emplacement. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de maisons qui sont à vendre parce que tout le monde se cherche... il y a plein d'argent en circulation. Les gens ont de l'argent. Les gens font de la surenchère. Donc, c'est là, encore une fois, ça revient, la demande en maison, en banlieue a augmenté. Puis l'offre n'a pas suivi parce que tu ne peux pas construire une maison du jour au lendemain. Exact. Donc, c'est là que les prix ont augmenté. Donc, si, admettons, moi, je suis en banlieue, je veux vendre, puis je veux m'en aller en appartement, par exemple, bien là, moi, c'est tout à mon avantage. Je vais vendre ma maison à un super haut prix. Puis après ça, puis là, on retouche un peu à notre autre podcast, je vais aller en appartement où la régie du logement contrôle les loyers pour pas qu'il y ait d'augmentation
trop élevé, ou que là, ça ne suit pas l'inflation, mais là, moi, je suis 100%, j'en bénéficie à 100%. Ouais. Donc, c'est les gagnants et les perdants de l'inflation. Mais, tu sais, on s'entend, puis les experts s'entendent qu'une inflation de plus que 5%, par exemple, puis même 5%, ça commence à être haut, c'est pas quelque chose qu'on veut. Nous autres, on veut la garder à peu près à 2-3%. Okay. Un autre truc, c'est que c'est pas toute l'inflation. C'est sûr que nos marchés sont très, très, très interconnectés. Donc, quand tu as un crash en Amérique du Nord, l'Europe, la Chine, les marchés asiatiques aussi vont tomber, mais c'est pas vrai que c'est partout. Okay. Tu peux avoir des situations où tu vas avoir de l'inflation qui va être vraiment concentrée ou spécifique géographiquement à un endroit. Ou à une industrie. Ou à une industrie, comme on l'a vu, on en a parlé un peu au Venezuela, où il y a là, on parle d'hyperinflation, où ça vaut même pas la peine de déposer ton argent dans un compte de banque. Hyperinflation, c'est que ton argent perd tellement de valeur. C'est parce que le gouvernement imprime. Tu sais, pourquoi? Il y a plusieurs faces. Est-ce que les gouvernements voient qu'il n'y a pas d'issue, fait qu'ils se disent la seule issue, c'est de faire inflation? Ben, c'est de la mauvaise gestion. Pour réduire leur dette? C'est de la mauvaise gestion. Ils éliminent leur dette en... Oui, exactement. En imprimant de l'argent ou quand il y a de la corruption ou que là, la production de l'économie s'en va pas nécessairement dans les mains des consommateurs. Okay. C'est que là, tu sais, les prix sont là, mais il n'y a pas personne pour les acheter. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est d'imprimer de l'argent, mais c'est de l'argent qui ne faut rien. Ouais. Fait que c'est de la mauvaise gestion à ce niveau-là. Là. Mais non, fait que... Puis moi, j'ai une autre question pour un comptable. L'inflation, comment ça influence au final, pas nécessairement les taux d'imposition, mais les salaires montent. Ouais. Donc, comment ça va affecter... C'est sûr que ça a un effet. Ouais, c'est un super bon point, Anthony. Les tables d'imposition changent à chaque année. OK. Changent très, très, très peu. Ouais. Mais vont changer pour refléter un peu la situation des gens. Donc, on a parlé là, dans les bases de l'impôt, tu as ton exemption personnelle qui est, mettons, de 13 000 $. Ben là, ça va peut-être augmenter un tout petit peu l'année prochaine. Même chose avec les paliers d'imposition, vont être bougés un peu vers la hausse pour contrôler. Pour refléter un peu la situation des gens, de dire, si on les bougeait jamais, en 1930, faire 80 000, t'étais ultra riche. Ouais. Maintenant, 80 000, t'es dans la classe moyenne. Puis 80 000 pour une famille, un revenu familial de 80 000, mais là, t'es sous le seuil de la pauvreté. Tu sais, je suis pas sûr exactement que c'est ça, mais... Je sais pas c'est quoi à 80, mais tu sais, les revenus moyens de la famille ont beaucoup changé versus... Fait qu'ils l'augmentent tout le temps un peu, mais jamais assez pour refléter une inflation comme ça. Fait qu'on est tout le temps un tout petit peu perdant quand il y a de l'inflation qui est haut comme ça, parce que les salaires augmentent, mais les taux d'imposition vont augmenter aussi vont pas augmenter assez rapidement ou suffisamment pour compenser pour ça. Okay. Donc, on paye tous un peu plus d'argent, un peu plus d'impôts quand il y a de l'inflation. Et puis, le gouvernement, lui, est-ce que... Parce que, veux pas, les impôts, c'est un peu leur source de revenus, là, au gouvernement. Eux, ils sont perdants là-dedans aussi, avec l'inflation, parce qu'ils ont moins d'argent dans les coffres. Ben non, tout au contraire. Parce que tu vas payer plus d'impôts. Oui, fait à ce niveau-là, sauf c'est sûr qu'eux, ils ont des salaires aussi. Eux consomment des biens aussi. Oui, donc ils payent pour des services. Donc, tu sais, en termes de gagnants-perdants, eux se trouvent pas mal dans le milieu. Ah, d'accord. Où, tu sais, mais comme un peu quelqu'un avec un salaire, de dire, ouais, j'ai un plus gros salaire, mais tout me coûte plus cher, ça revient à peu près au même. T'as raison. De regarder après à quel point est-ce qu'ils sont gagnants, à quel point ils sont perdants, parce que les autres collectent aussi sur la TPS-TVQ. Oui. Donc, plus que tu consommes, plus qu'eux ont de revenus. Fait que, tu sais, eux autres, de façon générale, là, ils ont eu plus d'argent que ce qu'ils pensaient.
Ils ont dépensé beaucoup avec la pandémie, mais ils ont eu beaucoup plus de revenus que qu'est-ce qu'ils pensaient. Puis c'est pour ça qu'ils ont eu des déficits moins grands que qu'est-ce qui était compté. Donc, pourquoi aussi qu'ils ont redonné... au Québec, on a eu le 500 $ par personne. Exactement, qui était comme un peu une... C'est-tu compliqué, ça, pour les impôts? Ça avait l'air... C'était pas très compliqué parce que la formule est assez simpliste, ce qui fait que c'est peut-être pas la façon la plus efficace, là, mais tout le monde en haut de 100 000, 500 $, c'était assez bien intégré dans le sens qu'ils l'ont payé. Ça a occasionné beaucoup, beaucoup de questionnements. Aux gens, ça nous a pris beaucoup de temps de l'expliquer aux gens comment ça va être appliqué, pourquoi moi je l'ai pas... Beaucoup de gens qui nous appellent comment je fais pour l'avoir. Pour l'avoir, là, à un moment donné, il y a des trucs que tu peux faire, mais si tu fais 400 000 par année. Ben non, t'en as pas besoin. Il y a un moment donné, c'est comme ça, tu fais tout ce travail-là pour 500 $. Là, Mais écoute, il y en a qui. 500 $. $1 perdu, c'est $1 de trop. Là, oui, en effet. Même s'ils vont dépenser $2 en honoraires. Là. Donc, en tout cas, c'est plein de trucs. Fait que ça explique un peu l'inflation. Ouais, ça fait un bon tour de l'inflation. Je regarde mes notes là, de... Voir si on oublie un point. Terme d'inflation... Pour résumer, je pense que on l'a bien dit, là, l'inflation, c'est pas quelque chose qui est mauvais en tant que tel. C'est quelque chose qui vient naturellement. On peut pas éviter l'inflation. Dans une économie qui roule. C'est les effets de l'offre et la demande, au final. Exactement. Donc, c'est l'offre et la demande en pratique qui arrivent. Puis, ce qui est mauvais, c'est une inflation non contrôlée ou une inflation qui est trop haute. Okay. Quand on la contrôle, l'inflation, il n'y a aucun problème. C'est même bénéfique. Tu ne veux pas avoir... Dans une récession aussi, on avait je crois que c'est une déflation. Le terme... Oui. En anglais, c'est deflation. Je pense qu'en français, le terme, c'est déflation. Mais c'est l'inverse de l'inflation, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. C'est une économie qui se contracte. Qui perd en valeur. Puis que plus personne ne veut vendre. Puis que... Exactement. Donc, c'est vraiment pas souhaitable. Ça n'encourage pas l'économie. Non, exactement. Puis, une inflation à zéro, c'est une économie qui n'est pas en croissance. Christophe, si on projette dans le futur, là, c'est quoi les prochaines étapes macroéconomiques qui vont suivre l'inflation qui grandit? Bien, là, il va y avoir des mécanismes qui vont être mis en place, donc qui vont augmenter les taux d'intérêt. Ce qui va faire que les gens vont arrêter de consommer ou vont ralentir leur consommation parce que ça va coûter plus cher. Donc, veut pas, ça va coûter plus cher, les gens vont arrêter de consommer, les prix vont diminuer, la demande va diminuer. Donc, ça va restabiliser les prix. Donc, ça va restabiliser les prix un tout petit peu, puis faire diminuer l'inflation. Ça, c'est dans un monde parfait. Il y a plein d'événements non économiques comme le COVID ou la guerre en Russie qui sont... Quoique de plus en plus, il y a des sanctions économiques. L'économie ça part des choses à faire. Peut-être que l'économie en tant que telle peut faire changer des idées, mais il y a plein de trucs non économiques qui peuvent venir impacter. Donc, mais la plupart des experts, puis il n'y a personne qui le sait, mais la plupart des experts s'entendent qu'on s'apprête peut-être à avoir un petit peu une période de récession qui s'en vient. Donc, que les taux d'intérêt vont augmenter, mais fallait s'en y attendre un peu, non? Parce que c'est des cycles économiques. C'est des cycles économiques. L'économie roule... Il faut se dire qu'après, ça va relancer, non? Exactement. Donc, pour les gens, une crise économique comme ça veut pas... C'est pas nécessairement la fin du monde. C'est comme on l'a vu en 2008, la grosse crise économique du marché immobilier. On a rattrapé tout ce qu'on avait perdu et même encore plus. Donc, ça fait maintenant 14 ans. Ça fait quand même longtemps. Mais c'est ça. C'est une grosse période de boom, au final. Exactement. Mais c'est de dire... Fait que pour les gens... peut-être des petits trucs qu'ils pourraient faire pour ne... qu'est-ce qu'on en sachant c'est quoi les moves intelligents à faire en ce moment? En ce moment, avec l'inflation qui est très haut, c'est d'essayer de réduire ta consommation le plus possible. C'est pas le meilleur moment
d'aller faire des grosses dépenses. C'est de dire, si l'inflation est trop haut, peut-être repenser tes dépenses, c'est pas le moment optimal pour faire ta dépense. Si c'est des dépenses que tu n'as pas besoin de faire en ce moment, les prix sont trop élevés. Donc, veux pas, c'est de dire, garder son argent. Mais là, tu dis, OK, mais je dépense pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets à la bourse? Mais peut-être pas, parce que là, la bourse est haute. Les taux d'intérêt sont bas. Fait que peut-être de garder un peu d'argent plus liquide pour que quand que les prix vont diminuer, que là, tu as de l'argent disponible, pour faire tes achats, peut-être investir. C'est peut-être un bon moment de garder ton argent en liquidité, ce qui est un peu illogique pour l'instant parce que tu dis, en temps d'inflation, garder de l'argent liquide, c'est pas une bonne chose. Oui, parce que ça perd en valeur. Parce que ça perd en valeur. Par contre, sachant que fort probablement, les marchés vont se stabiliser puis que on s'attend à avoir une récession, peut-être que là, c'est un bon moment de commencer à accumuler de l'argent liquide pour réinvestir. De peut-être diminuer ses dépenses, réévaluer le fameux « en as-tu vraiment besoin ?» C'est là qu'il vient entrer en jeu, puis de se préparer, puis pas attendre de perdre son emploi. Si tu n'as pas d'emploi en ce moment, mais peut-être que là, c'est le temps d'aller chercher un emploi avant que tout te ferme. Parce que se trouver un emploi, c'est pas nécessairement facile quand on est dans une situation de récession. Dans un environnement comme maintenant, tout le monde cherche. Donc, si tu n'as pas d'emploi, peut-être... C'est même l'opportunité de se magasiner un meilleur emploi, de se négocier un plus gros salaire. Exactement. De faire comme, hey, moi, je suis disponible, je suis travaillant, je suis performant. Si tu ne veux pas, je vais aller trouver un autre employeur. Exactement. Puis de dire, c'est le temps vraiment de bien jouer ses cartes. Aller chercher peut-être, si on pense qu'on va en avoir besoin, aller chercher une marge hypothécaire en ce moment. Parce que dans la plupart ne vont que monter. Les taux ne vont que monter, mais pas nécessairement ça. Mais si jamais il y a une récession, tu perds ton emploi ou veux pas en récession, les banques sont plus frileuses à prêter de l'argent. Mais tu sais, une marge, si tu l'utilises pas, tu payes pas d'intérêt. Mais si tu l'octroies, ils peuvent pas te l'enlever. Donc, le bon moment d'aller demander de l'argent, c'est quand tu n'en as pas besoin. Parce que quand tu en as besoin, il n'y a personne qui veut te le prêter. Non, c'est ça. La même chose avec l'emploi. Quand tu as besoin d'un emploi, c'est là que c'est plus difficile. Quand tu n'en as pas besoin, c'est là que tu peux négocier et dire c'est pas grave que je vais aller ailleurs. Fait que c'est vraiment ça, de se préparer puis de faire un plan, faire un budget. C'est tous des trucs, on l'a parlé un peu de l'économie familiale, de faire le budget. C'est tous des bons moments pour se préparer pour peut-être des temps plus durs qui s'en viennent. Bon, mais Christophe, la discussion a été super intéressante. On a couvert beaucoup de points. On a donné quelques petits trucs. Chers auditeurs, s'il y a quelque chose, un point qu'on a manqué ou peut-être des commentaires que vous avez, n'hésitez pas. Si vous êtes en désaccord, parce qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans qui sont des opinions ou des trucs qu'on a lus, qu'on entend. Moi, je suis pas un économiste de profession, donc je répète ce que j'entends dans la plupart des cas ou de ce que je lis. Fait que il y a plein de trucs que même les meilleurs économistes n'ont pas de certitude. Donc, si vous avez des opinions qui divergent, tout le monde a ses prédictions. Puis exactement. Laissez-les savoir. Je pense que c'est tellement un sujet d'actualité que... Puis c'est tellement d'actualité que peut-être que ça va être désuet par le temps j'espère pas, qu'on le sort, mais je pense pas moi non plus. Mais de dire qu'il y a peut-être des choses, fait que lâchez vos commentaires, lancez-nous des messages qu'on discute ensemble, ça va nous faire plaisir. Oui, puis merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin du podcast. Oui, pour ceux qui se rendent jusqu'à la fin, c'est très, très apprécié. On apprécie tous nos auditeurs, puis si eux nous apprécient, mais qu'ils nous lancent un like, qui s'abonnent. C'est ça, partagez un ami, ça fait toujours plaisir. Oui, exactement. Donc sur ça, bonne journée Anthony, puis merci de l'écoute. Merci, chers auditeurs, au revoir.